Bien bonjour et bienvenue sur Écrit-Histoire, une chaîne qui s'intéresse à l'écriture et à l'histoire. Aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo toute spéciale, une capsule historique qui va traiter des médecines de la folie. Sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Depuis la révolution cognitive, les hommes ont toujours cherché à comprendre ce qui les entoure et ce qui les concerne. Le cerveau humain ne fait pas exception. Au fil des siècles, les hommes se sont interrogés sur cet organe énigmatique et complexe et ont cherché à enrayer ses manifestations les plus étranges, celles considérées comme pathologiques. Le traitement de la folie a engagé autant de thérapeutiques que de philosophes, de chamans, de penseurs en tout genre, de prêtres, de médecins et de psychiatres. Tous se sont essayés à soigner la folie, que ce soit par des méthodes spirituelles, physiques, chimiques ou institutionnelles. Aujourd'hui, je vous propose de faire un survol des pires médecines de la folie. Et si vous croyez qu'elle se borne aux lobotomies et aux électrochocs, vous risquez d'être surpris. Les promoteurs des évacuants s'inspirent de la théorie des humeurs tirée du corpus hippocratique. Selon cette théorie, les maladies tant physiques que psychiques seraient créées par un débalancement des 4 humeurs, soit le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Pour évacuer les humeurs non désirables ou en surabondance, ils imaginent la prescription de purgatifs pour provoquer la diarrhée et d'émétiques pour provoquer le vomissement. En d'autres mots, ils veulent faire chier et vomir leurs malades. Il s'agit en fait de faire sortir le méchant pour retrouver l'équilibre de la santé psychique. Le plus célèbre évacuant est l'Élébore. Selon la légende, les filles de Proétos, roi de Tirynthe, auraient été guéries de leur folie en buvant le lait de chèvre qui aurait brouté de l'Élébore. Et c'est ainsi que les médecins grecs l'emploient autant comme purgatif que comme émétique et que l'Élébore devient au grand siècle le symbole de la médecine psychique. Pour autant, l'Élébore ne sera que très peu prescrit au XVIIe et XVIIIe siècle. En effet, il provoque de violents spasmes, des convulsions, des vertiges et même des évanouissements. Ça ne veut pas dire que les évacuants ne continuent pas d'être prescrits jusqu'au 19e siècle. Ils sont même conseillés par Daquin qui dit que les diarrhées peuvent calmer les fous furieux qui sont constipés. Quand on y songe, c'est quand même curieux de prescrire des évacuants qui font vomir et qui font chier à des malades qui se croient persécutés et souvent empoisonnés. Parce que littéralement, les évacuants, c'est un peu une sorte de poison. Mais bon, hein, c'est ça la médecine de la folie, tout plein de surprises. Selon Darwin, pas Charles, hein, mais Erasmus, la folie serait due à un désordre des fibres nerveuses causé par des mouvements désordonnés. Ainsi,
Il postule que la rotation des corps serait susceptible de remettre les fibres dans le bon ordre et par le même coup d'endiguer la folie. Benjamin, lui, pas Franklin, mais Roche, part du principe que la folie est causée par une accumulation de sang dans le cerveau et que la rotation peut atténuer la mauvaise circulation sanguine. Mason Cox est le premier à mettre ses théories en pratique. Ainsi, il attache ses malades sur une chaise ou dans un lit qu'il fait tourner dans tous les sens à l'aide d'une machinerie complexe. Les effets physiques sont notables assez rapidement. Pâleur, évacuation des urines, vomissements, vertiges, etc. Le pirouettement, comme le renomme joliment Cox, a plus un effet dissuasif des malades qu'ils craignent qu'un réel effet thérapeutique. On comprendra assez rapidement que le fauteuil rotatoire est vite abandonné. Esquirol disant de cette machine qu'elle provoque l'épitaxie, fait craindre l'apoplexie, jette dans la plus grande faiblesse, amène la syncope et expose à d'autres accidents plus ou moins alarmants. Ça donne envie, hein? Ah, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? Non, pas avec les bains de surprise. Dès l'Antiquité, les médecins proposent de guérir la folie en plongeant le malade subitement dans l'eau et en l'y sortant aussi subitement. C'est cependant qu'au 18e siècle que les aliénistes s'y intéressent davantage, notamment en consultant les manuscrits d'Ambroise Paré, chirurgien et anatomiste français, qui évoque le cas d'un meunier guéri de sa frénésie après qu'on l'eût sorti subitement de l'eau dans laquelle il s'était jeté. Une théorie se développe donc. Et si un choc pouvait saisir le malade au point de le guérir de sa folie? Et vous allez voir que cette théorie va créer toutes sortes de médecines que nous verrons dans peu de temps. Mais pour l'heure, restons sur les bains de surprise. Alors, c'est un peu l'idée du hockey. Quand quelqu'un a le hockey, on lui fait le saut, on lui fait peur pour qu'il soit saisi et que son hockey disparaisse. Eh bien, on imagine faire la même chose avec la folie. Pourquoi pas? Les aliénistes plongent donc leurs fous dans des eaux généralement froides. Il y a deux techniques, l'immersion, où on plonge le corps seulement, et la submersion, où on plonge le corps et la tête, oui, la tête. Dans ce deuxième cas, on peut même aller jusqu'à frôler l'asphyxie, si on juge que cette terreur rehaussée est susceptible d'aider le malade, oui. Pour que la thérapie fonctionne, on doit toujours surprendre le malade. Le problème, c'est qu'on ne dispose pas toujours d'une rivière, d'une mer ou d'un lac à proximité. Il faut donc créer des machines, des objets qui pourront aider nos fameux aliénistes à pratiquer leur thérapie un peu partout. On peut par exemple citer le fameux bassin de Charenton que nous présente ici Esquirol. Donc c'est un bassin de 6 pieds de profondeur par 10 pieds de longueur et 7 pieds de largeur. Alors le principe, on amène le malade, après avoir rempli le bassin, évidemment. On lui bande les yeux et on le fait asseoir près du bassin, juste au bord. Et puis, quand il est assis, eh bien, on l'y jette. Et oui, on l'y jette. Comme ça. Ben oui. On peut aussi citer des cages mobiles, dans laquelle, encore une fois, on fait entrer le malade après qu'on lui ait bandé les yeux, et puis, soudainement, on referme la cage, tout doucement, silencieusement, et on la fait descendre dans de l'eau. Ben oui, encore une fois. Il y a toujours aussi le fameux pont truqué. Alors, on emmène le malade en balade et on le fait passer sur un pont. On prend le soin d'être le premier à passer. Quand nous avons passé une certaine zone, le malade nous suit, en tant qu'aliéniste, il nous suit. Et puis, à l'aide d'une passerelle à bascule, eh bien, on le fait basculer dans l'eau. Ben oui, comme ça. Encore une fois, il est plongé dans l'eau. Mais attendez, attention, la technique est sécuritaire. Le malade est recueilli dans un filet. Il ne peut pas se noyer, voyons. Juste péter une syncope, comme ça. Tout en est-il que les bains de surprise ne survivent pas aux premières décennies du 19e siècle. Et on peut postuler que les malades ne s'en plaignent pas, qu'ils ne s'en ennuient pas. La malariathérapie. Allons-y.
En 1917, à Vienne, le psychiatre Julius von Joreg propose d'inoculer le paludisme, le germe infectieux de la malaria, à certains de ses patients pour provoquer un choc thermique. Et oui, encore une fois, hein, cette idée de choc, et on n'en a pas fini. Alors, selon ses observations scientifiques et médicales, il est d'avis que l'hyperthermie peut être bénéfique pour les maladies mentales, et pour ceux bien entendu qui en souffrent. Hein. Il réserve néanmoins sa thérapeutique à une seule catégorie de malades, hein, quand même. Il ne faudrait pas exagérer, hein, parce que cette thérapie, elle est très risquée, elle comporte d'énormes risques, dont même la mort, hein, oui, littéralement. Et qui sont ces chanceux malades? Les paralytiques généraux en phase tertiaire. Bah oui! Leur espérance de vie est déjà de 2 ans, alors on peut tout tenter avec eux. On provoque donc chez ces malades 10 à 12 accès de malaria. Mais attention, hein, on a quand même la quinine pour les soigner, hein, pour gérer ces accès. On n'aurait pas choisi la malaria si on ne savait pas comment la guérir. En fin de compte, ces malades ne seront peut-être pas si malchanceux que ça. Certains d'entre eux vont même guérir, hein, après avoir souffert de ces accès terribles, mais ils vont même guérir, et le psychiatre qui les aura inventés, notre fameux von Jureg, sera récompensé en 1927 du prix Nobel de la médecine. C'est pas rien quand même pour une thérapie comme ça. Dans les années 20, des études épidémiologiques amènent certains chercheurs à penser qu'il existe un antagonisme entre épilepsie et psychose. Ainsi, on ne pourrait pas être à la fois épileptique et schizophrène. En 1933, toujours à Vienne, Manfred Sakel met au point le choc insulinique. Il injecte ainsi à ses patients une forte dose d'insuline afin de provoquer le coma et des convulsions. Wow! Encore cette idée de guérir par le choc, hein, un choc insulinique. Wow! Pendant le traitement, les malades salivent, gueulent, pleurent, crient, se couvrent de sueur et peu de temps après, hein, eh bien, les convulsions finissent par arriver. Et il faut voir ce que c'est, vraiment. Les corps se tordent et se tortillent, prennent des positions complètement débiles sous ce traitement assez horripilant. Hein. Au bout de quelques minutes de convulsions et de coma, hein, eh bien, les malades, ils sont resucrés, c'est-à-dire qu'on leur passe un sirop très sucré dans l'œsophage pour rétablir leur niveau de sucre et qu'ils reprennent conscience, hein, parce que c'est ça le but quand même. La plupart vont revenir, mais il y en a certains qui reviendront pas. Non, ils vont complètement décéder, et puis il y en a d'autres qui vont revenir, mais ils auront tellement de lésions au cerveau qu'ils ne seront vraiment plus fonctionnels comme humains. Reste que, s'ils sont chanceux, ceux qui auront survécu, auront à subir 19 autres traitements comme ça, et non pas 39, parce que c'était entre 20 et 40, en dépendamment de ton cas. Fait que on va leur souhaiter bonne chance à ceux-là. Toujours selon la théorie de l'antagonisme entre l'épilepsie et la psychose, le psychiatre hongrois von Meduna élabore sa propre thérapie. Le 23 janvier 1934, il injecte à un de ses patients, un schizophrène grabataire et catatonique, dont le cas est jugé désespéré. Alors, il lui injecte de l'huile de camphre afin de provoquer des convulsions. Après plusieurs injections, et de nombreuses et dangereuses convulsions, le malade sort de sa torpeur. Afin de traiter plus de patients, von Meduna remplace l'huile de camphre par le cardiazole, qui a l'avantage d'agir beaucoup plus rapidement. Mais si le traitement est plus rapide, il est aussi et surtout très violent. En effet, si le malade n'est pas correctement maintenu par 3 ou 4 infirmiers, eh bien, il risque tout simplement de se mordre la langue, de se casser une dent, de se fracturer un membre ou de se défaire une articulation.
le malade doit aussi être correctement oxygéné, parce que sinon, eh bien, il peut tout simplement mourir asphyxié. Mais si le patient se réveille, eh bien c'est dans une forte angoisse et une grande confusion, si bien qu'il faut un infirmier pour le calmer, pour l'apaiser, et que cela n'est pas toujours facile. Mais savez-vous ce qui est pire que le cardiazole? Le cardiazole associé à la cure de Sakel. Car oui, certains aliénistes et psychiatres le préconisaient. Et notamment dans le traitement des patients qui étaient schizophrènes. Donc on associait ces deux traitements et puis bonne chance pour le malade. Ah bah oui, je ne pouvais pas faire une capsule sur les pires médecines de la folie sans parler des électrochocs. En 1938, Ugo Serletti et son ami Lucio Bini remarquent que les porcs, avant d'être abattus, sont électrifiés afin d'être plus calmes et plus malléables. Ils ont donc l'idée brillante de reprendre le choc au cardiazole et de le remplacer par le choc électrique. Ainsi, le 15 avril 1938, le tout premier électrochoc est donné à l'asile psychiatrique de Rome. Et qui est l'heureux élu? Un schizophrène confus et halluciné à qui, bien sûr, on n'a pas demandé la permission. Après le second essai, le malade supplie surtout qu'on ne recommence pas. Il faut dire qu'à l'époque, on n'anesthésiait pas les patients avant de leur donner le fameux choc, ce qui faisait en sorte que leur corps était condamné à se contracter de manière fort violente et fort douloureuse. Antonin Artaud, poète qui aura bénéficié des électrochocs, dira: ce traitement est une torture affreuse, parce qu'on se sent à chaque application suffoqué et tombé dans un gouffre d'où votre pensée ne revient plus. En effet, les électrochocs auront la mauvaise réputation de causer des graves problèmes de mémoire. Ah, le choc acétylcholénique. Son nom est aussi ragoûtant que sa technique. Au début du 20e siècle, sont identifiés les deux principaux neurotransmetteurs du système nerveux périphérique. Il s'agit de l'adrénaline et de l'acétylcholine. Dans les années 40, l'acétylcholine est également identifiée comme faisant partie du système nerveux central. Ces découvertes amènent le psychiatre italien Adamo Fiamberti à entrevoir une nouvelle médecine pour soigner la schizophrénie. Il s'agit d'injecter au malade une substance agissant sur les récepteurs de l'acétylcholine afin de déclencher une crise, la burra vascolare, entraînant elle-même une crise cardiaque d'une dizaine de secondes. Et oui, on avait tout fait aux schizophrènes, sauf leur déclencher une crise de cœur. Merci à Fiamberti d'avoir remédié à cette situation. Que serait une capsule sur les pires médecines de la folie sans la lobotomie? Mais il n'y a pas que la lobotomie, il y a aussi la leucotomie, et il faut différencier les deux. La lobotomie consiste à sectionner ou altérer la partie blanche d'un lobe cérébral, généralement le lobe frontal. La leucotomie, quant à elle, consiste à sectionner certaines fibres de la substance blanche du cerveau. Elle se distingue de la lobotomie qui est plus invasive et qui détruit l'ensemble des fibres reliant le lobe cérébral et le reste du cerveau. On a tendance à penser que la psychochirurgie est relativement récente, mais en vérité, on trouve des traces de trépanation jusqu'à 5000 ans avant notre ère.
Mais c'est à la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle que la psychochirurgie devient une méthode pour soigner les maladies mentales. En 1890, le psychiatre, je peux pas prononcer son nom, je vais vous l'afficher, pratique une lobotomie sur 6 patients. Il perce leur crâne et retire des parties de leur lobe frontal. Verdict, un patient meurt durant l'opération, mais est-ce bien étonnant? Et un autre est retrouvé noyé 6 jours à peine après sa sortie de l'hôpital. Ouais, c'est pas vargeux. Ces résultats peu probants n'empêchent pas le psychiatre portugais Egas Moniz de développer sa propre technique pour pratiquer une leucotomie. En 1949, sa technique lui vaut même de recevoir un demi-prix Nobel de la médecine. Et non, ce n'est pas parce que la leucotomie est à demi efficace. C'est plutôt qu'il reçoit ce prix conjointement avec le chirurgien Walter Rudolph Hess. Et la lobotomie, quant à elle, voit son essor après la Seconde Guerre mondiale. Adamo Fiamberti, oui, le même qui donnait des crises cardiaques à ses patients. Met au point la leucotomie frontale transorbitaire. Cette méthode est reprise par l'Américain Walter Freeman qui met au point la technique du pic à glace. Ainsi, il parcourt les routes américaines dans sa lobotomobile, oui, et il insère un pic à glace sous l'orbite de milliers de personnes. Lobotomie ou leucotomie, la technique n'était pas moins fort barbare et dangereuse, laissant certains patients dans un état végétatif le plus complet. Je vous rassure, la plupart des techniques que j'ai énoncées ici ne sont plus utilisées de nos jours. Youh! La seule qui est encore d'actualité est l'électrochoc, aujourd'hui appelée l'électroconvulsivothérapie ou plus simplement ECT. Si la technique demeure toujours quelque peu controversée, heureusement, aujourd'hui, on demande la permission aux patients avant de leur envoyer le choc et on prend le soin de les anesthésier également afin qu'ils ne souffrent pas physiquement des électrochocs. N'empêche que la technique a toujours la mauvaise réputation de causer des pertes de mémoire. Du coup, on se demande si le jeu en vaut véritablement la chandelle. Reste que les patients sont éclairés avant de recevoir le traitement et, comme je l'ai dit plus tôt, sont libres de l'accepter ou de le refuser. Et voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris des choses et accessoirement, j'espère que je vous ai fait rire un brin. C'est pas toujours évident d'aborder des thèmes aussi sombres, donc j'ai voulu y distiller un brin d'humour pour vous faire sourire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un beau petit like à la vidéo, à la conseiller, à la partager et surtout dites-moi en commentaire quelle était selon vous la pire médecine de la folie que j'ai évoquée. Je serais très curieux de vous lire. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine, de bien vaquer à vos occupations et moi je vous dis à la prochaine! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.